des 4 coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Qualita. Bonjour Eve. Bonjour Eliana. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Alors vous avez fait votre alia ? J'ai fait mon alia, mais après 1965 ? Ouais. Voilà, on va parler de ça. Parle de vous en fait. Elle est charmante. Alors, on va parler effectivement de l'ALIA après 1965. On se rapproche de l'actualité. De 2018, tout à fait. Petit à petit, au fil des épisodes. Et effectivement, on est en 1965, où on a parlé les dernières fois du pic d'immigration qui est arrivé très logiquement après la création de l'État d'Israël. Des pays d'Europe, bien sûr, mais aussi des États arabes. On l'a vu avec l'Irak, le Yémen, le Maroc, dont les communautés juives, quasiment dans leur intégralité, sont venus s'installer en Israël. Entre 52 et la guerre des 6 jours en juin 67, on a compté 500 000 nouveaux juifs. Un demi-million donc d'habitants. Un demi-million. Alors, on va un peu parler d'Israël à cette époque-là, avec tous ces immigrés qui arrivent de partout. La croissance industrielle est alors considérable en Israël. Et donc, on a ce dont on a parlé la dernière fois, la création de nouvelles localités. C'est Ayarot Pitouar, ces villes de développement. On envoie essentiellement les nouveaux immigrés des pays arabes. Ou de nouveaux immigrés tout court. Puisque plus tard, on le fera avec les immigrés de Russie, puisque les immigrés de Russie vont venir à plusieurs... il y aura plusieurs étapes. Plusieurs vagues, exactement. Et aussi, ce qui est important de dire, ça je voulais en parler juste un tout petit peu, c'est que, on a donc une grande population qui est séfarade, qui s'est installée en Israël après 1948. Et on a surtout une population très importante qui habite, elle, en Russie, en Union soviétique, ou dans les pays qui font partie de l'Union soviétique, qui souhaiteraient venir. Alors, on avait parlé la dernière fois, il y a aussi, par exemple, il y a la Roumanie qui, juste avant 1965, on a 80 000 juifs roumains qui viennent en Israël. On va avoir des juifs hongrois aussi, certains qui vont arriver au compte-gouttes en Israël. Il faut savoir qu'il y a toute une population qui souhaiterait venir en Israël, mais qui ne peut pas, puisque l'Union soviétique ne permet pas à ces juifs de venir. Et puis, toute personne qui connaît un tout petit peu l'histoire connaît la lutte qui a été faite afin de permettre l'ALIA des juifs soviétiques, que ça soit par le mouvement de Nathan Charensky, les Refusnik, ou que ça soit par ce célèbre slogan « Let my people go », « Laisse mon peuple s'en aller ». Voilà, alors on va parler de l'ALIA russe dans notre prochain épisode, je crois. Entre-temps, on est en 65-67, il y a assez peu de Russes, à part les vrais sionistes qui se sont déjà implantés en Israël. L'ALIA ralentit à la veille de la guerre des 6 jours à nouveau. Cette guerre des 6 jours, pour qui il faut rappeler qu'à la veille de la guerre des 6 jours, le monde entier, le monde juif en particulier, est persuadé qu'on est à la veille d'une deuxième Shoah. La façon dont les pays arabes qui entourent Israël menacent Israël et la façon dont ils s'expriment à voix haute sans avoir peur de représailles en disant que ce n'est qu'une question de temps avant que tous les juifs soient jetés à la mer. Il y a une peur qui est semée partout dans le monde juif, et c'est véritablement à la veille, et c'est entre autres une des raisons pour laquelle la guerre des 6 jours est tellement magique, si on peut dire les choses comme ça. Elle est tellement miraculeuse, puisque non seulement elle va permettre qu'Israël puisse accéder à des frontières qui soient beaucoup plus sûres que celles qu'elle avait avant, ça c'est la première chose, puisqu'il y avait des régions entières qui étaient sous la menace de terroristes arabes qui rentraient en Israël et qui faisaient des attentats, donc ça c'est la première chose. Mais la seconde chose, c'est que à la veille de 1967, on a grâce à la guerre des 6 jours, guerre qui était censée prendre beaucoup plus de temps, on met à genoux tous ces pays arabes qui nous menaçaient. Voilà, et donc une vague d'immigration de 50 000 personnes, essentiellement de ces pays arabes, de 50 000 juifs, arrive en Israël au lendemain de la guerre de 6 jours. Et donc, ce dont on avait parlé la dernière fois, cette espèce de scission dans la société israélienne entre les Ashkénazes et les Séfarades, avec ces Black Panthers qui manifestent sous les fenêtres de Golda Meir, qui est Premier ministre.
Et je la cite, Golda Meir, elle n'est pas avec le dos de la cuillère quand elle parlait des populations juives séfarades, qu'ils cessent toutes ces fêtes de famille, qu'ils apprennent à gérer leur budget de manière rationnelle, qu'ils travaillent dur pour leurs droits. Ils devraient commencer par avoir des familles plus réduites. Mais elle n'a pas tort. Hein. Voilà. Voilà, on pourrait faire des émissions là-dessus, c'est passionnant cette période-là. C'est marrant parce que c'est une période où en fait, il y a des gens qui savent vivre et qui savent... c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est la véritable problématique où on a une population qui est extrêmement orientale, qui vit avec une population qui est yékée, comme on dit, et qui est complètement allemande dans sa pensée. On parle souvent en Israël de, par exemple, la facilité avec laquelle vous pouvez obtenir un prêt. Parce qu'à la banque, ils vous appellent, ils vous disent voilà, bonjour, vous fêtez pas une bar mitzvah, une bat mitzvah, vous n'avez pas besoin d'emprunter 10 000 shekels. Vraiment facilement, quoi. La dernière fois, j'étais à la banque et la banquière, je suis récupérer ma carte de bleu, mais la banquière me dit vous voulez pas faire un prêt grâce à votre carte, vous pouvez demander et je vous l'accorde tout de suite un prêt de 20 000 shekels. Et j'ai regardé, je dis vous avez pas honte? Vous vous rendez compte des responsabilités de ce que c'est de prendre un prêt de 20 000 shekels? Mais bon, donc ça c'est véritablement la différence. Et pardon, c'est quoi le lien avec les séfarades? Non, parce que dans la société israélienne, je vais faire des grandes généralités, mais c'est vrai que traditionnellement, le monde oriental est un monde très généreux. Détente, ouais. Non, c'est un monde très généreux. Et donc, par exemple, dans les banques aujourd'hui en Israël, ils le savent, puisqu'ils vous proposent, par exemple, ils disent « Ah, mais vous ne pouvez pas inviter 600 personnes à la bar mitzvah de votre fils, mais prenez un prêt, comme ça vous pourrez... Soyez généreux, continuez. » Et donc, voilà, si on était tous des Suédois, eh ben, les banques en Israël devraient changer leur c'est vrai, alors ils s'enrichissent. Et alors, on a parlé aussi dans toute cette période-là de l'histoire d'Israël, qui n'était pas facile. On a parlé bien sûr de l'affaire des enfants yéménites la dernière fois. Et donc, Ehud Barak, en 97, le chef de Avoda du Parti travailliste, avait demandé pardon aux Juifs orientaux de tout ce qu'ils avaient enduré de l'établissement ashkénaze. C'était à signaler, voilà. Il faut rappeler peut-être qu'après 1965, c'est aussi les deux périodes assez importantes. On va avoir une vague d'Alia des Juifs soviétiques et aussi la très célèbre vague des Juifs d'Éthiopie, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Dans d'autres épisodes. Absolument. On ne va pas se quitter sans dire qu'entre 70 et 79, essentiellement des Juifs soviétiques commencent à arriver, essentiellement des sionistes religieux et des Haredim, ces Juifs orthodoxes, et puis on a commencé effectivement à avoir la première vague de... Merci Ève. Des Juifs d'Éthiopie. Ah là là. À bientôt. Au revoir Ève. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Ève Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.